L'âme est comme un ascenseur. Il peut monter et descendre. C'est un élément de communication qui permet une médiation entre ce qu'on pense, ce qu'on imagine, ce qu'on ressent et ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'il faut l'activer, parce que sinon, il n'y a pas de communication intérieure, donc le dialogue n'est pas possible avec soi et en celui des autres. Bonsoir à tous. Les exercices pour se retrouver soi-même par rapport à l'âme, etc., sont une longue tradition, un long héritage des philosophies d'Orient et d'Occident. Donc, ce n'est pas les mots, ce que je vais vous expliquer, ce sont des conseils, des pratiques qui pendant plusieurs millénaires furent transmis et par les maîtres des disciples. En général, quand on pense à la pratique, à ces exercices, la plupart des gens pensent à l'Orient. Parce que tout le monde s'est habitué au yoga, concentration tai chi, qigong, etc. Et rarement on imagine qu'en Occident, il y a eu des écoles de philosophie depuis plus de 2500 ans qui ont développé des exercices pour se retrouver soi-même et travailler avec son âme. Donc aujourd'hui, fondamentalement, je parlerai de l'héritage occidental de la pratique de l'âme, parce que c'est plus courant et de le faire autrement, simplement pour changer un peu. Et aussi comprendre quel est l'héritage que nous avons en Occident là-dessus. Et vous verrez que certains des conseils et des pratiques peuvent rejoindre celles de l'Orient, sans que pour autant ces gens ne se sont pas croisés ou réunis. Donc, dès ce point de vue, qu'est-ce que c'est la philosophie? Dès ce point de vue, la philosophie est un chemin vivant vers soi-même. Et un chemin vivant vers soi-même, parce qu'il faut mettre de la vie et se retrouver vivant pour initier un dialogue véritable avec soi-même. Par rapport à l'âme, essayons de nous mettre d'accord au moins de quoi on parle. Parce que c'est toujours pareil. Toujours on dit beaucoup de choses et comme les mots ne sont pas précisés en amont, ah, mais tu parlais donc de ça. Ça peut arriver. Dans une école de philosophie, on est obligé quand même de donner quelques définitions. Platon disait que l'âme est la forme qui donne vie à la matière. La forme qui donne vie à la matière, et donc comme exemple, le sculpteur qui se trouve devant une pierre brute, et que petit à petit, avec son action, il va transformer avec son mental et son habileté la pierre brute en un être vivant qu'on va appeler une statue, par exemple. On met au mouvement quelque chose et on le rend vivant à travers une forme. Une forme. Parce que pour travailler la philosophie, pour s'exercer dans la philosophie vers l'âme, il faut pratiquer. Donc, il faut qu'on accepte des formes de travail, des formes de vie. Pas une forme rigide, quelque chose de cloisonné, mais il y aura des formes. Et la forme est une expression de l'intelligence, la vraie forme. Donc, toute forme devrait transmettre une intelligence vivante. Pour Aristote, le principe de l'âme, c'est un principe de vie et mouvement des choses. En effet, l'âme va apporter avec sa propre origine animation, ce qui anime, ce qui donne le souffle, ce qui donne la vie. Quand on dit parfois, je mets tout mon âme pour faire ça. Bon, ça veut dire qu'on a mis tout le paquet de ce qu'on est.
On a projeté notre vie sur l'action. On a donné notre âme. Et quand on voit que les gens font semblant de faire, on dit, mais travail sans âme, quoi. C'est creux. Il est vide. Il fait semblant, ou c'est simplement apparent. Vous voyez? Et finalement, on peut dire, tout simplement, que quelque chose qui a de l'âme apporte une présence. Vous voyez? Une peinture, parfois, elle semble simplement un objet coloré, et d'autres semblent avoir de l'âme, qu'on nous touche, produisent quelque chose en nous-mêmes, qui nous oblige à vivre quelque chose. Pareil pour une musique, pareil pour quelqu'un qui danse, ou pour d'autres qui dansent et qui sont ailleurs. L'âme n'est pas, la présence n'est pas. Donc, vous voyez, ça c'est grosso modo ce qu'on peut dire sur l'âme. L'âme est considérée un médiateur, toujours dans toutes les écoles de philosophie, entre notre esprit, notre pensée et notre corps, nos moyens matériels. Donc l'âme est comme un ascenseur. Il peut monter et descendre. C'est un élément de communication qui permet une médiation entre ce qu'on pense, ce qu'on imagine, ce qu'on ressent et ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'il faut l'activer, parce que sinon, il n'y a pas de communication intérieure, donc le dialogue n'est pas possible avec soi et envers les autres. Bon, ça c'était simplement un petit chapitre d'introduction pour dire, bon, puisqu'on parle de l'âme, j'espère que vous reviez plus ou moins à la même longueur d'onde. Je vais vous lire un petit texte de Platon, d'un ouvrage qui s'appelle Alcibiade, qui fut un de ses disciples, qui ensuite l'a déçu, mais ça, pour l'instant, ça allait. Oui. Et Platon fait parler, vous savez, Socrate dans ses dialogues. Quand il veut dire quelque chose, c'est Socrate toujours qui parle ou qui fut son maître. Et Socrate dit, « La technique qui permet de s'améliorer soi-même, pourrions-nous la connaître sans savoir ce que nous sommes nous-mêmes ?» C'est une question qu'il pose à son disciple. Alcibiade répond, « Impossible. » Socrate dit, « En nous connaissant nous-mêmes, nous pourrions sans doute connaître la manière de prendre soin de nous-mêmes. Sans cela, nous ne pourrions pas. » Et Alcibiade ensuite répond, « Il s'ensuit donc que c'est de l'âme qu'il faut prendre soin, et c'est sur elle qu'il faut diriger nos regards. » Oui, c'est bien le sujet de ce soir, non? Oui. Mais je voulais quand même vous partager ce texte qui est bon, qui met les conditions. Sans se connaître, sans s'assumer comme on est, sans reconnaître le bon et le moins bon, parce que bon, c'est difficile de s'occuper de l'âme. Et c'est pas aussi simple. Bon, mais ça on va parler maintenant. Donc, essayons de comprendre ce qui veut dire la pratique. La pratique, praxis du grec, veut dire action. Ça veut dire être capable de faire, être capable de faire passer quelque chose d'un état latent à une réalité. Quelque chose de concret. Dans ce jeu pratique, c'est pas dans la fantaisie, c'est pas que dans mon intellect. J'ai uni pensée à corps, pensée action, donc il y aura une forme. Il y a quelque chose qui va s'exprimer. Vous voyez, ma conférence est une forme théoriquement pédagogique pour essayer d'enchaîner y penser avec l'autre et vous aider à réfléchir sur le sujet. C'est une forme. On verra si elle est intelligente, on verra ça à la fin. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc, à travers la pratique,
on s'accomplit. On ne s'accomplit pas qu'en pensant. Oui, en philosophie, on est habitué dans notre temps à parler de la philosophie académique que je ne réunis pas. Mais la philosophie académique nous instruit sur la pensée de Platon, d'Aristote, de Schopenhauer, peu importe. Et on comprend leurs réflexions. Et les profs sont très brillants et savent très bien l'expliquer. Et aujourd'hui, nous avons d'excellents ouvrages pour comprendre un philosophe et y penser. Et la question fondamentale en philosophie, et depuis Socrate, n'est pas de savoir ce qu'il pense l'autre, mais de pouvoir pratiquer une pensée pour voir s'il nous convient. Vous voyez? Donc, c'est une philosophie pratique que, comme vous le savez, à partir de Socrate, a commencé dans la rue. Oui. Et la philosophie a commencé dans la rue. Je vous explique très rapidement. Quand Socrate a eu la fameuse crise, où son disciple, qu'il pensait qui était des nobles familles, qui aurait pu être le grand gouverneur d'Athènes, il se rend compte qu'il ne veut pas pratiquer, mais qu'il veut simplement dire « je suis avec Socrate ». Et que donc, il lui donne congé. Et il a une crise, parce qu'il se rend compte que les milieux aisés n'étaient peut-être pas les meilleurs pour ce qu'il voulait. Et il décide donc d'aller dans la rue et d'interrompre les gens pour leur poser des questions. Ça commence comme ça. Et quelqu'un sourit et il dit « Est-ce que tu sais pourquoi tu es heureux ?» Ou il fait « Est-ce que tu sais pourquoi tu es triste ?» Voilà, des choses de cet ordre-là. Donc pour ça, je dis, la philosophie a commencé dans la rue, et notamment à la sortie des gymnases où il y avait la jeunesse qui pratiquait la gymnastique, différentes formes de travail avec le corps, et Socrate a dit qu'il travaillait un peu avec la tête. Bon, voilà. Donc, voilà pour la pratique. Donc, elle implique sortir de l'intellectualisme. Je ne peux pas rester intellectuel seulement, et assumer le temps. Parce que pour pratiquer, il faut répéter. Vous savez, jamais on a réussi à faire quelque chose d'un coup. C'était difficile. Déjà, pour marcher, je ne sais pas si vous vous rappelez pas, hein, moi non plus, on a commencé par tomber. On a fait un pas, on est tombé. Et on se redressait. Et on est tombé. Et on se redressait. Et on a répété 1000 fois ce geste. Et un jour, on n'est pas tombé. Donc, depuis le début, la vie nous dit que le premier pas de la pratique, c'est l'échec. Voilà. Je ne vous promets aucun résultat immédiat avec tout ce que je vais vous raconter. Ah oui, je suis désolé. Si vous êtes venu ici pour une pastille particulière et une phrase qui vous fera léviter, c'est foutu. Et la philosophie travaille sur soi-même avec le temps. Le temps est l'ami du philosophe. Comme il est l'ami des plantes, des fruits, la terre exige du temps. Et on ne plante pas et d'un coup, paf, bonjour, je suis là. Mais non, non, il faut du temps. Et pour évoluer, il faut accepter d'investir un temps. Et pas avoir évidemment tout de suite un résultat. Mais d'aller dans la bonne direction et s'améliorer. Ce n'est pas une voie pour être parfait, la philosophie. C'est pareil, si vous voulez être parfait, ce n'est pas la peine. Une école de philosophie ne vous rendra jamais parfait. Mais il peut vous donner des tuyaux pour vous perfectionner. Devenir un peu meilleur. Ça, on peut le promettre. On peut s'engager à ça. Si vous prenez du temps pour pratiquer. Voilà. Donc, la répétition est indispensable pour obtenir un résultat.
Et c'est valable pour n'importe quelle véritable discipline. Vous voulez jouer du piano, il va falloir répéter. Vous voulez chanter, il va falloir répéter. Et il faut faire des... Vous voulez apprendre à lire et écrire, il va falloir faire A, B, B. Il faudra répéter. Dans une société comme la nôtre, où tout se passe très vite, et on appuie un bouton et tout est accompli, c'est très gênant ce que je dis. Parce qu'on est habitué à l'immédiateté, et la philosophie explique que cette immédiateté est trop superficielle. On a des résultats, mais ils s'évanouissent tout de suite. Et ça ne racine pas à l'intérieur, on ne porte pas la chose qu'on croit avoir. Parce qu'il y a un moment où il faut l'intégrer dedans, et pas le garder en surface. Bon. Donc, quel est le but de ce type d'école de philosophie? Il y avait des centaines, mais je vous le dis tout de suite, ce n'était pas une seule. Comment mieux vivre? Comment avoir une vie bonne, une vie bonne? Pas comment ne pas avoir des difficultés, et ni des chagrins, ni de la tristesse. Comment faire, malgré les difficultés de l'existence, de les assumer et de ne pas être emporté? Parce que je ne peux pas vous promettre que vous n'aurez aucune souffrance, que vous n'aurez aucun doute, que tout le monde va vous sourire, que vos affaires vont être florissantes. Je le souhaite pour tous. Je vous souhaite le meilleur bonheur. Mais il y a toujours une tuile dans la vie. OK? Petite contrainte ou grande. Donc, la question des philosophes, c'était, devant ces moments où on ne se sent pas à l'aise, comment faire pour tenir le coup? On ne peut pas anticiper les bons mauvais moments. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas évident. Mais on peut anticiper des comportements qui nous permettront de ne pas perdre nos moyens. Ça, c'est important. De rester solide, stable, relativement calme, malgré les difficultés. Donc, c'est ça la voie vers une sagesse. On n'évite rien, on assume tout, et on reste maître de soi-même. Bon, c'est facile à dire, je sais. Mais c'est important de comprendre de quoi on parle. Et donc, ces exercices de l'âme, qu'on peut dire aussi exercices spirituels, sont considérés comme des outils, des moyens, mais ils ne sont pas une finalité en soi. Il ne faut pas les mettre dans un grand hôtel en disant j'ai la pratique telle. C'est les moyens. Et ces moyens peuvent, certains être meilleurs pour l'un et moins bons pour l'autre, mais on va trouver toujours une pratique qui va être bonne pour chacun. Donc, l'idée, c'est faire en sorte qu'on prend soin de soi-même avec habileté. Prendre soin de soi-même avec habileté. Marc Aurèle disait qu'il fallait faire retraite sur soi-même pour comprendre la réalité. Faire retraite sur soi pour comprendre la réalité. C'est-à-dire intérioriser, se recentrer et regarder d'un point neutre ce qui est autour de nous et à l'intérieur de nous. Et par conséquent, on va approcher, si ce n'est pas toute la réalité, une partie de la réalité. Pourquoi être préoccupé par la réalité? Parce qu'on ne peut pas changer quelque chose si on ne la voit pas. Donc, si on n'assume pas la réalité de nous-mêmes, la réalité des gens qui sont en face, on ne peut pas la modifier. On n'aura aucune prise. Et nous le savons aujourd'hui, puisqu'au niveau politique, c'est la réalité qui est en déni. Nous sommes dans un monde antiphilosophique total. Ça y est arrivé à l'inversion des choses. C'est une bonne nouvelle. Ne me frappez pas. C'est une bonne nouvelle parce qu'on arrive à toucher le fond. Il n'y a pas d'autre issue que remonter.
C'est quand on plonge à la piscine, il n'y a pas d'autre issue que remonter. Il faudra du temps, je sais, mais je vous l'ai vendu le temps. Hein. Vous êtes d'accord? Oui, difficile. Hein. Je peux le louer si vous voulez. Il faut garder la bonne humeur parce que de toute façon, c'est inutile de se faire trop de billes. Là-dessus, les stoïciens proposaient un très bon exercice. Lequel? Réfléchir à ce qui dépend de nous. C'est-à-dire réfléchir aux choses sur lesquelles je peux avoir de l'influence. Dans mes actions, dans mes pensées. Et où est-ce que je peux avoir une prise sur le réel? Déjà, j'espère, sur chacun de nous. Déjà, il faut avoir prise sur soi. Mais il n'y a pas que soi. Il peut y avoir d'autres, il y a plein de choses sur lesquelles on peut avoir prise. Et d'accepter que je n'ai pas prise sur tout. Et de me donner à fond sur ce dont j'ai prise. Vous voyez? Et faire ainsi œuvre utile, même si c'est petit. Parce que tout le monde veut quelque chose de grand. Bon, mais laissez ça pour les grands personnages historiques. Nous, tranquilles, petits gens, nous avons tous un territoire, des éléments sur lesquels on peut avoir prise. Donc, les choses sur lesquelles les choses peuvent dépendre de nous. Bon, mais ça, c'est pas mal. Vous allez sourire au voisin et pas le cracher sur la figure, ça dépend de nous. Voilà. Ramasser quelque chose qui est dans la rue et qui n'est pas bien et le mettre dans la vie d'ordure, ça dépend de nous. Si vous réfléchissez, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent dépendre de vous. Bon, vous réfléchissez à ça. Mais c'est un exercice. C'est un exercice. Épictète faisait deux cercles. Un cercle de préoccupations générales et un autre plus petit de préoccupations sur lesquelles je peux agir. OK? Et on prenait le plus petit. Et dans la mesure où on s'exerce à ça, on se rend compte qu'on peut agir sur beaucoup plus d'autres choses qu'on pensait. On découvre un élargissement du territoire de ce qui peut dépendre de moi. C'est un très bon exercice qui était déjà conseillé dans toutes ces écoles de philosophie. Le silence, le vide et l'immobilité. Le silence, le vide et l'immobilité. Alors, pourquoi le silence? Le silence nous permet d'établir quelles sont les limites, le seuil. Impossible de faire la musique sans silence. Il y a les notes et il y a le silence. Et c'est le silence qui permet à toutes ces notes-là de ne pas se télescoper. Là, je suis en train de parler et je fais toujours un petit silence. Aujourd'hui, les gens sont habitués à presque avaler le silence, pas trop vite. Parce qu'ils ont la honte des limites. Les limites existent toujours. Les murs, le plafond, le sol. Vous voyez ce jeu? Il y a toujours des limites. Ce n'est pas forcément des limitations. Ce sont des seuils qui permettent de comprendre où est la frontière, où une chose finit, où une chose commence. Si je n'ai pas cette notion de seuil, tout va être confondu. Tout va être un peu chaotique, tout va être flou. Alors je définis comment, je choisis comment. Et c'est le grand problème actuel. Beaucoup de gens ne savent plus choisir parce que tout est flou. Les limites étant abolies, apparemment, tout se confond. Donc, c'est compliqué de ne pas comprendre ça. Il y a des frontières de conscience. Oui, nous ne comprenons pas tout d'un coup. Ce n'est pas un scoop, mais je vous le dis. La conscience
au départ, est légèrement limitée. Pour que la conscience puisse évoluer, il faut l'élargir. Donc, il faut un espace intérieur plus large et pas rigide, et en même temps enrichi des nouvelles connexions, des nouvelles références. Si j'ai qu'une seule référence, chaud et froid, ma prise de conscience des choses sera limitée à ce qui est chaud et froid. Vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? Bon, ajoutons un peu de couleur. Bon, j'ajoute une autre référence, j'ajoute les sons. Mais parfois, il faut ajouter des pensées, des critères. Et ceci, des vécus, des sentiments. Donc, tout ça ouvre et élargit la conscience. Donc, il ne s'agit pas de limiter sa conscience, parce que sinon, il peut devenir vraiment un peu étroit. Il faut l'élargir sans floute. Et le travail sur le silence permet de rencontrer et recentrer notre petit ego personnel. Ah oui, parce que dès qu'on veut faire silence, il y a un qui dit non. Et bla et bla. Et blabla. Vous le connaissez? Ça s'appelle l'ego personnel. Moi, c'est moi. Pourquoi tu veux me rendre silencieux? Je vais te rendre silencieux parce que je vais entendre ce qui est derrière toi. Et qui est derrière toi? Moi. Voilà. Je veux m'entendre. Je vais comprendre qui je suis, puisque moi, je ne suis pas toi. Vous voyez, c'est rapide hein, comme dialogue. Mais il faut quand même le maîtriser, le petit. Et il faut l'éduquer, il faut le travailler et le recentrer pour qu'il apprenne quoi? À se auto-limiter. Si l'ego personnel est capable de auto-limitation, c'est-à-dire maîtriser ses désirs, simple, pas s'empiffrer, pas être tout le temps en colère. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut l'auto-limiter. Il faut l'auto-limiter. Il ne faut pas le tuer parce qu'elle en a besoin. C'est un médiateur, votre ego personnel. Donc, il faut l'apprivoiser. Il faut vraiment l'apprivoiser. Donc, il faut être ferme et gentil. C'est un bon travail, c'est une bonne pratique. Ça permet de découvrir qui on est vraiment. Qui on est vraiment. Donc, ça va direct à l'idée de quelle identité. Et ça permet petit à petit d'écouter. Oui, parce que je suis en silence, je peux entendre. Le vide. Le vide. Donc, le vide n'est pas le silence. Je vais vous expliquer. D'où est né l'univers? D'un grand vide, enfin, un tout petit vide, qui explosait. Parce que dans le vide, il y a tout ce qui est potentiel. Dans le vide se cache toute notre potentialité. Si on se vide un peu, c'est la plein des trucs. Si on vide un peu, comme vous videz vos placards, de temps en temps, vous avez vidé un placard une fois, donc bon, ça fait de la place. Bien sûr, tout le monde pense, je vais acheter autre chose. Mais imaginons que vous laissez pour quelques instants un peu de place. Des nouvelles choses vont apparaître. Pour se régénérer, pour se retrouver, il faut savoir se vider. Donc, le potentiel de chacun apparaît. Et ça permet d'éviter des préjugés, des idées circulaires. Oui, c'est intéressant comme méthode. Et accueillir ce qui est essentiel. Apprendre le vide. Les orientaux aussi pratiquent le silence et le vide. Il n'y a pas que l'occidental, mais ce qui est intéressant, c'est que ça vient de l'Occident. Enfin, et parfois c'est difficile pour les gens, c'est l'immobilité. Et qu'on aime courir, qu'on aime bouger, on pense que si on ne bouge pas, on est mort. Pour être clair. Mais l'immobilité, bien faite, permet de dégager de l'énergie. Dégage de l'énergie, l'immobilité. Bon, déjà, vous la pratiquez sans le savoir,
lorsque vous dormez, vous devenez un être végétatif total, coupé des sens et de l'espace-temps, et vous vous retrouvez le matin avec un peu mieux, un peu plus d'énergie. D'accord? Donc, je ne suis pas en train de vous raconter une salade. Hein? Mais imaginons qu'au lieu de vous coucher pour dormir, vous le faites spontanément, soit assis, soit debout. Devant un beau paysage, devant une fleur, devant quelque chose qui vous aide à être immobile. Essayez-les. Vous verrez que l'énergie remonte. Plus on s'enracine, plus l'énergie remonte. C'est comme un arbre. Bon, vous allez vous rappeler. Trois éléments clés. Silence pour les limites, le vide pour les potentialités, l'immobilité pour la libération d'énergie. Ça permet de transformer notre fragilité par la pratique. Mais pratiquer veut aussi dire « je vais apprendre ». Il faut être sûr qu'on veut apprendre. Vous savez, ce n'est pas toujours sûr que les gens veulent apprendre. Ils veulent savoir. Savoir. Information. Bien. Toutes ces informations que vous recevez dans la journée, par les médias, tout ça, vous en avez appris quoi? Vous voyez ces jeux? Apprendre, c'est intégrer, assimiler, faire sien. Apprendre. Je dis comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut apprendre? Il faut apprendre à vivre. Alors, je vais vous faire un résumé des textes de ce que les philosophes de l'époque, que ce soit les stoïciens, les platoniciens, et Pythagore et d'autres, ont conseillé comme élément de base d'une journée. Comment j'organise ma journée? Qu'est-ce que j'ai fait dans la journée? Tu vois? Parce que là, notre mesure de vie, c'est la journée. Vous êtes d'accord que vous vivez au jour le jour. Vous n'êtes pas en hibernation. Alors, le cycle de la journée est associé à l'idée de la naissance du monde. On se réveille, c'est comme si le soleil venait de naître et apparaître à l'aube. Et on va suivre dans la journée un chemin qui est le chemin d'une lumière. Le soleil dont je parle est celle de notre conscience. Ou de l'âme, si vous voulez, comme vous voulez. Mais il y a une lumière à suivre qui donne le chemin. Donc, on se réveille comme si c'était le premier jour. Parce que quand l'univers naît à nouveau, c'est le premier jour. Parce qu'une des consignes fondamentales de toutes ces écoles, et qu'on retrouve aussi en Orient, c'est être présent. C'est-à-dire, la posture qu'il faut avoir, c'est « je suis ni dans le passé, ni dans l'avenir, je suis dans le présent ». Et être présent n'est pas aussi simple. Parce que les pensées d'hier arrivent, vous voyez, les souvenirs d'il y a 40 ans aussi. De notre histoire, la nôtre, nous devons extraire l'expérience. Des bons et mauvais moments. Qu'est-ce que j'ai appris dans le mauvais moment? Il y a toujours quelque chose à prendre. Qu'est-ce que j'ai appris d'un bon moment? Il y a toujours quelque chose à apprendre. Je garde ceci en expérience et je mets cette expérience au présent. Pas les faits qui m'ont permis de comprendre ceci. Pas les faits. L'expérience que j'ai obtenue s'occupe moins de place. Dans le chip de la mémoire, s'occupe moins de place et ça ressasse moins. Vous voyez? Parce qu'il ne faut pas être prisonnier du passé. Donc, on est au présent. D'ailleurs, on n'oublie rien. J'espère que vous avez compris. On a l'expérience
Les faits sont les faits, ça sont passés. Je le fasse. Je passe. Et je reste au présent. Et on se lève au présent. Bonjour présent. Ça va être une nouvelle journée. Et je vais essayer d'être présent le plus possible en conscience. Parce que le problème, c'est que, bon, au début, on peut faire cet exercice le matin, d'avoir sa présence, c'est-à-dire, disons, est-ce que je trouve mon équipement, les mains, les pieds, ma pensée, mes sentiments, je reconstitue tout mon attirail. Hein, si, il faut. Bonjour Fernand, comment va le corps? Ça va, l'énergie, tu es là? Tes sentiments, tu peux sourire un peu? Tu penses quelque chose de beau? Bon, ça y est, tu es présent. Bien. Mais après, il y a un coup de fil d'un tel, il faut aller à tel endroit, il faut, vous voyez ce que je vais dire, travailler ou pas travailler, écrire ou pas écrire, n'importe. Mais là, il faut que je reste présent. Pour rester présent, il va falloir que je sois dans une posture d'élévation. Je dois me construire un observatoire où je peux observer les choses. Je dois pouvoir vivre ce que je vis en gardant un terrain d'auteur où je vois l'action se dérouler. Et les miennes. Et les miennes. Et le soir, au couchant donc, bon, mais je dis au revoir à la journée. Et je tire les conséquences de ce qui a été vécu. Alors, je rentre maintenant plus en détail. Ça, c'était l'idée générale. Donc, le matin, disait Marc Aurèle, c'est pour faire œuvre humaine que tu t'élèves chaque jour. C'est beau, hein? Donc, avoir ça comme principe. C'est pour faire œuvre humaine que je m'élève chaque jour. Je ne fais pas une œuvre humaine que pour moi. Je fais une œuvre humaine pour les humains et pour les non-humains aussi. Parce que l'humain peut communiquer avec toutes les autres dimensions de la nature. On va faire une œuvre utile, ça va être clair. Laquelle peut être, je ne sais pas encore. Et dans certains cas, je sais. Et le deuxième exercice, c'est anticiper ma journée. Pas d'une façon étroite, fichier Excel, il faut que je dise tout dessous. Ah, tout. Non, ne faites pas ça parce que vous connaissez la loi, il y a 20% et 80%. Vous savez, c'est la loi des 20% et 80%. Donc, n'essayez pas de calculer 100% parce que vous n'y arriverez pas. Mais vous pouvez calculer les plus importants de cette journée. Vous devez vous rappeler, je dois faire ceci, je dois voir un tel. J'anticipe, je imagine, je programme ma journée par rapport à tout ce que je dois faire comme complexité. J'anticipe. En sachant que, peut-être, il y a des choses non anticipables. Tout ceci éveille ma volonté et mon imagination. La meilleure chose que vous faites dans la journée, volonté, imagination. À quoi sert la volonté? La volonté sert à convoquer la discipline personnelle. Parce que l'unique possibilité d'exercer ma volonté, c'est de pratiquer une discipline. Je m'élève à telle heure, je fais tel type d'action, tels exercices, ou physique ou pas. Une discipline de vie. Sans volonté, il n'y a pas de discipline de vie. Sans discipline de vie, il n'y a pas de pratique philosophique. Je sais, j'ai perdu 3/4 de personnes. Ce n'est pas une discipline de l'extérieur. Je me auto-discipline. Bon, courage. On est capable de faire beaucoup plus de choses qu'on imagine, ok? Parce qu'elle est déjà paresseuse de nature. Et l'ego personnel dit toujours que tu ne peux pas faire ça. Tu n'es pas préparé pour ça. Et donc, s'il vous dit ça, sachez que vous l'êtes alors.
hein, et qu'il essaie de vous manipuler tout seul. Dans la journée, je vais essayer de m'emporter le moins possible par les excès. Ah, que c'est terrible. Ne pas pouvoir m'emporter par les excès. Ça s'appelle de la passion. Ou en grec, hubris. Perdre conscience, discernement de ce qui est valable et de ce qui ne l'est pas. Je ne parle pas d'être passionné des philosophies ou d'un métier. Je parle de l'aveuglement auquel nous conduisent nos propres émotions. Et après, on se rend compte. Ah, que de bêtises. Trop tard. Trop tard. Il y a un mot qui est des souhaits. Ça s'appelle vertu. Mais ce n'est pas la vertu morale, la petite joute ou la grande joute, je ne sais pas quoi. Non, non, non. La vertu, ou arrêté en grec, est un comportement entre deux excès. Quand quelqu'un évite les excès, il est vertueux. Oui? Il est vertueux. Donc, imaginons une vertu. Le courage est une vertu. Et le courage est entre deux excès. Couardise, agir sans réfléchir. Entre les deux, il y a le courage. Vous suivez? C'est entre deux. Donc, le comportement vertueux est tout simplement un chemin du milieu entre deux extrêmes, qui exige maîtrise de soi, élévation, contrôle, limitation et développement de potentialités pour contrôler la question. Et c'est pour ça que les philosophes ont toujours dit qu'il fallait produire des comportements vertueux. La tempérance, être juste, vous voyez, des choses de cet ordre-là, qu'aujourd'hui on dirait des qualités, mais c'est plus que des qualités dans le sens intellectuel, c'est des capacités à contrôler sa vie sans la brimer. C'est ça la vertu, entre deux excès. Donc, Socrate disait, vous pouvez boire, par exemple, mais avec sagesse. C'est-à-dire, X volume, mais pas au-delà, parce que sinon, vous serez dans l'excès. Disons, tout est possible sans excès. Le problème, ce sont les excès. Ça, c'est pratique. Donc, si vous vous trouvez dans un état d'excessif excès, faites attention. Ça implique donc, comment dire, c'est surveiller. Et ça, pendant la journée. Parce qu'il y a toujours, on va toujours mettre les pieds quelque part qui vont nous conduire à l'excès. Alors, ne vous inquiétez pas. Dans cette voie, il n'y a pas de coupables. OK? Vous venez de commettre un excès. Ah, pas forcément de vitesse, OK? Ou un excès quelconque. Alors, la première chose, c'est l'accepter. Pas nier que j'ai commis un excès. J'accepte, j'ai fait un excès. Parce que comment peut-on nier quelque chose qu'on a fait? J'ai commis un excès. Bon, est-ce que je suis content? Pas trop, parce que bon, je me suis un peu extralimité. Donc, ça vous implique, pour travailler ça, on avait déjà parlé de la volonté et de l'imagination. Maintenant, on va parler de l'attention et de la concentration. Parce que pour être présent et m'observer, je dois être concentré. Donc, je dois être capable de prêter attention. Vous vous sentez dispersé? Oui. Dans la journée, il y a de quoi. Dans ces cas-là, vous faites une pause consciente. Et 5 minutes. Une pause. Vous vous imposez une pause. Vous dites 5 minutes ne changeront rien
à vous, au niveau de votre productivité. Qu'est-ce que vous faites pendant cette pause consciente? Surtout pas aller fumer une cigarette ou boire un coup. Ça va vous disperser. Ah, je suis désolé, je sais, c'est vendredi soir, c'est compliqué. Non, vous faites 3 options. Immobile, vide, vous voyez ce que je veux dire? Silence. Et vous vous préparez des petites phrases qui vous élèvent, qui vous inspirent, ou une photo de quelque chose qui vous élève, qui vous donne une autre vision de la réalité. 5 minutes. 5 minutes. Ou une musique qui vous change. L'idéal, c'est de faire au moins une pause le matin et une autre pause l'après-midi. Vous voulez faire 2 ou 3, faites autant que vous voulez. Mais la pause consciente est très importante. Vous me direz, comme me le disent beaucoup des élèves, ils disent, mais j'oublie. Tu as un iPhone, tu as un smartphone, utilise-le à quelque chose d'utile. Programme-les à telle heure pour faire ta pause. Voilà, c'est stupide, mais c'est comme ça. Tu peux le faire tout seul, sans être aidé par la technologie, tant mieux. Mais utiliser tous les moyens, parce qu'il faut ruser pour avancer. La guerre des Troie ne fut pas gagnée par des grands héros et des grands combats. La guerre des Troie fut gagnée par la ruse avec le fameux cheval de Troie. Ça s'appelle une victoire rusée. Et rien n'empêche d'être un peu rusé et d'appeler les gens au vaincre, surtout soi-même. Donc, ça va impliquer dans ces cas-là de mémoriser et méditer. Donc, vous voyez, vous avez toutes vos fonctions psychiques à mettre en place par ces gestes. Voilà, je vais vous lire un petit texte. Tu n'as pas été ébranlé par nul autre que par toi-même. Lutte contre toi-même. Arrache-toi pour te tourner vers la décence, vers l'honneur, vers la liberté. Commence par condamner tes actes. Puis, après cette condamnation, ne désespère pas de toi. Apprends la méthode des professeurs de gymnastique. L'enfant est tombé, lève-toi, dit le prof. Reprends la lutte jusqu'à ce que tu sois devenu fort. C'est ainsi que tu dois réagir, toi aussi. Sache en effet que rien n'est plus facile à conduire qu'une âme humaine. Il faut vouloir, et c'est fait. Elle se redresse. Il faut vouloir. Bon, bonne chance. Le soir, examen de conscience. Examen de conscience. Qu'est-ce que j'ai foutu pendant la journée? Comment ça s'est passé par rapport à tout ce que je m'étais programmé? Est-ce que je peux imposer ma propre volonté? Est-ce que c'est autre chose qui s'est imposée? Et alors, ils avaient l'habitude de, synthétiquement, d'avoir un carnet, un journal, et de l'écrire, pour se rappeler. Parce qu'on pense qu'on va se rappeler, mais au bout de 10 jours, vous ne vous rappelez plus ce qui s'est passé. Tout s'entasse. Et ça permet de savoir, au bout d'un mois, vous vous réalisez, et vous dites, bon, ben, finalement, j'ai eu que 3 jours de colère. Et pas 10 comme c'était avant. J'ai eu 2 jours de peur, et pas 40. Vous voyez? Vous pouvez commencer à faire une statistique. Et vous rendre compte petit à petit si ça avance ou pas, et par où il y a la faiblesse. Disait Pythagore, ne ferme jamais tes paupières sans t'être demandé qu'ai-je fait, qu'est-ce que j'ai omis. Commence par cela et continue ensuite. Blâme le mal que tu as fait et réjouis-toi du bien. Bon, j'ai d'autres textes pour vous encourager, les Sénèques. De quel mal tu t'es guéri aujourd'hui? C'est génial, hein? De quelle vie as-tu réussi à résister? En quoi es-tu meilleur? Qu'est-ce que vous faites? Recherche. C'est être meilleur. Comme je l'ai dit, pas parfait. Dans les pensées de Marc Aurèle, il dit « On se cherche des retraites à la campagne, au bord de la mer, à la montagne. Toi aussi, tu as l'habitude d'éprouver pour cela le désir le plus fort.
Cela relève pourtant de la plus grande ignorance, puisqu'il est possible à l'heure où l'on veut de se retirer en soi-même. C'est les fameuses pauses conscientes. Et si on veut le faire plus longue, il n'y a pas de problème. Pour finir, exercice en lien avec le corps. Ne vous fâchez pas avec ce que je vous... L'idée globale de toutes ces préconisations, c'est rendre le corps moins mou, davantage capable de supporter le froid, le chaud, le manque d'alimentation, et être plus austère, plus endurci. Et ça permet le corps, qui est le terminal de tout, de nos pensées, de nos sentiments, de tout. Si vous faites un exercice physique quelconque, vous êtes obligé de vous centrer mentalement, vous êtes obligé d'avoir quand même au niveau affectif une certaine centralité, ou avoir un peu de pêche, etc. Vous êtes obligé de mobiliser vos énergies et évidemment les muscles. Mais l'objectif de ces exercices corporels n'était pas d'être un gymnaste, mais de quelqu'un capable de supporter l'adversité. Et la meilleure façon de supporter l'adversité, c'est justement s'éprouver au froid, au chaud, à la faim, à la fatigue. Les gens ont peur de se fatiguer. Et moi, ce que j'ai appris, c'est que plus je me donne et me dépense, plus je peux me régénérer. Et plus je freine et je freine, plus lourd et moins régénérant t'es même. Voilà ce que je peux vous témoigner. Et vous ne pouvez pas imaginer mon emploi du temps. Je vous le garantis. Il est assez fort, soutenu. Et au contraire, je me prépare à ça. C'est comme des épreuves. Aujourd'hui, je voyage à Strasbourg. Lundi, j'étais à Leipzig. Vous voyez, c'est différent. Mais si on garde la présence et une certaine concentration, tout c'est possible. Ça implique un rythme de vie dans lequel on essaie d'être intelligent et sans tirer sur certains seuils, mais dans un rythme de vie énergique. Énergique. Pourquoi faire? Pour croître son propre autonomie. Par rapport à quoi? Au monde extérieur. Vous ne savez pas quand est-ce que vous aurez une tuile et vous ne pourrez pas dormir. Parce qu'il s'est passé telle chose. Vous ne savez pas. Donc, être un peu plus entraîné pour ne pas dormir et tenir, c'est utile. Quand est-ce qu'on s'entraîne? Justement, quand on sait qu'il n'y a pas de tuile. On ne va pas attendre les événements, là. Vous voyez? Et vous avez peur du froid? Bon, mais prenez une douche froide, eau tiède. Vous voyez de temps en temps ce que ça donne? Personne n'est mort, hein? Surtout pas noyé. Non, mais c'est intéressant. Faire face à ces peurs nous grandit. D'accord? Et l'instinct de conservation est incroyable, puisqu'il klaxonne 3 fois avant qu'on ait besoin. Ah oui, oui. Vous avez faim, il commence à klaxonner. D'accord? Mais je vous assure que vous pouvez tenir beaucoup plus longtemps. Vous le savez, mais comme on ne sait jamais, on y va tout de suite. Et ne pas respirer pendant un certain temps. Et ça klaxonne très vite, on croit qu'on va suffoquer. Si vous êtes bien constitué, vous n'avez pas de maladie, 1 minute, vous pouvez tenir. Essayez. Et essayez de calmer les gars qui se deviennent angoissés. Parlez-lui, dites non, non, on va tenir un coup. On va tenir un petit peu plus. Vous ne mettez pas une sac en plastique. Vous avez compris? Non, non, parce que les gens vont dire, mais après, il m'a dit ça. Non, c'est pas ça. C'est franchir le seuil, le petit seuil, vous voyez? Petit seuil qui nous font peur
il y a des frontières à battre. C'est graduel. C'est pas violent. Ça permet de rendre le corps un peu plus insensible à la douleur, de, comment dire, d'avoir plus de courage et tempérance. Sénèque et Épicure conseillaient à ses disciples d'aller faire un séjour à la campagne et vivre avec des paysans et faire le travail des paysans pour s'endurcir, pour comprendre d'où viennent les choses, etc. Donc, vous voyez, ça fait longtemps que les gens disent tout cela. Et parfois, c'est très utile. Donc, c'était des stages à la campagne. Mais très concrets. On plante, on désherbe, on coupe du bois, on fait des sillons, on comprend la vie. Et une chose très importante, c'est ne pas se faire envahir par les obligations extérieures au point de s'oublier soi-même. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les obligations extérieures, mais il ne faut pas s'oublier. Ouvrez les pauses. Vous se rappelez, ah, je suis là. Et évidemment, il faut discipliner le désir. Notre société est une société de désir. La société est une société de consommation. Aujourd'hui, on connaît très bien comment comment travailler à partir des désirs des gens. C'est pour ça que la plupart des gens, quand ils vont au supermarché ou ailleurs, ils allaient chez eux avec des choses qu'ils n'avaient même pas jamais pensé d'acheter. Et qu'après, ils se disent, pourquoi j'ai acheté ça? Moi, j'ai travaillé beaucoup dans le marketing, j'ai introduit l'anthropologie dans l'entreprise. Et je connais très bien les ficelles qui sont utilisées. Parce que bon, c'est une société qui se dit libre, mais qui ne libère pas. Elle ne libère pas. Et si quelqu'un veut se libérer, il faudrait qu'il se libère lui-même. Encore une fois, c'est maîtriser ses émotions. Et pour maîtriser ses émotions, le premier exercice, je vous le donne, demain, tu mourras. C'est la phrase de base. Il n'y a pas d'émotion la plus forte que celle de la mort. Faire face à la mort. S'imaginer que demain on peut mourir implique qu'aujourd'hui je dois faire les choses de façon très intense, très présente. Parce que demain, je ne sais pas. Comme demain, je ne sais pas, je vis comme si j'allais mourir ce soir. Ça veut dire pas de procrastination, résoudre nos problèmes vite, décider correctement, rapidement. Et vous voyez, c'était dur hein, quand même. Et quand on me disait, demain, tu mourras, répète-les, comme ça, tu verras. Demain, c'est demain. Demain, n'est pas aujourd'hui. On ne dit pas, aujourd'hui, tu mourras. Demain, tu mourras. Et un jour, ça sera vrai. Parce que là, je ne suis pas prophète, c'est sûr. Non, je vis tout de suite. Je ne suis pas la boule, mais je vous garantis. Ça, c'est une des rares choses que je peux affirmer sans douter. Mais avoir une relation à la mort présente, comprendre comment les choses se dégradent, mais en même temps comment ils peuvent renaître, entrer dans la compréhension du cycle de la vie est quelque chose de très important. Parce que s'incorporer la vie, c'est revenir à l'idée de l'âme, non? C'est la chose qui donne vie, non? La forme qui donne la vie. Et l'autre chose, c'est donc apprivoiser sa colère, entre autres. Et ce n'est que quand on va se rendre compte que la colère doit passer par un procès, un jugement, il va se calmer. Et qui va juger la colère? Notre conscience. Est-ce qu'elle est acceptable? Est-ce qu'il est acceptable de perdre ses moyens? Non. Vous voulez la justice? Oui, mais pas la colère. Si vous voulez la justice, il faudra être juste. Et pas en colère. C'est pas la même chose de plaider, d'être juste dans ses comportements, dans ses pensées, que d'être injuste par la colère.
Oui, nous devons produire des biens métaphysiques par nos comportements. Ça veut dire ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est beau. Mais il faut être occupé à fabriquer ça. Le monde a parfois oublié. Nous, il faut qu'on le fasse. Et comment, pour résumer, parce que là le temps passe, comment arriver de façon simple? La façon simple s'appelle le souci des autres. Ça de l'autre, je ne suis pas moi. Oui, moi est possible parce qu'il y a toi. S'il n'y a pas toi, moi, je ne sais pas. On a découvert, et les enfants découvrent moi, parce qu'il y a papa, parce qu'il y a maman, parce qu'il y a un petit frère, parce qu'il y a un autre. Parce qu'il y a un autre, il y a moi. Donc, moi, sans toi, je suis rien. Ça va? Évidemment, on ne le pense plus toujours. Le souci de l'autre, des autres, implique quelque chose de très important qu'on retrouve aussi en Orient. Le don de la présence. Peut-on raisonnablement, devant autrui, être absent? Comme beaucoup des gens dans leur métier, les pauvres ils sont fatigués, peut-être dans un guichet, tac, tac, au revoir, bonsoir. Pas de présence. Pas de présence. Il n'y a personne. Il y a une figurine en 3D, il n'y a personne. Peut-on faire ça? Peut-on accepter une société où les gens ne sont pas présents? On ne peut pas. Et pourquoi on a les difficultés que l'on a? Mais parce que personne n'est présent. Où sont les gens? Oui. Donc, Internet, machin, où es-tu? Le don de la présence est capital. Le meilleur cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, c'est être présent devant lui. Qu'on le connaisse ou pas. On n'est pas obligé de sourire simplement à quelqu'un parce qu'on le connaît. La présence est la présence. Et c'est ainsi que l'autre être présent. Donc, si on peut comprendre que nous avons des soucis, mais qu'il y a un souci global, c'est-à-dire que tout le monde a un souci, mais oui, qu'est-ce que vous pensez? Que nous sommes uniquement nous? Pas du tout. La souffrance fait partie de l'humanité de chaque être humain. Chacun a sa souffrance. Alors, comment on la soulage? Par la présence, qui permet la compréhension, qui permet au moins une écoute, qui permet une relation humaine. Donc, je pense que c'est avec ça que je veux dire, comme exercice, le souci des autres. Je vous remercie, j'étais un peu long. Merci beaucoup. Merci.